Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la première vidéo bilan de cette année 2024. J'avais fait une vidéo similaire l'année passée et elle vous avait plutôt bien plu, donc il est l'heure de classer les 14 pay-per-view de l'année 2024, du pire au meilleur, ce qui nous permettra de nous remémorer des moments sympas, mais aussi des choses catastrophiques qui ont eu lieu en cette belle année. Si je devais faire un bilan global de l'année de ce que j'en ai revu à travers les pay-per-view, c'est que globalement, on a perdu en densité au niveau des cartes principales cette année. Évidemment, il y a des exceptions, on va en parler, une notamment, mais quand on s'intéresse aux détails, on a beaucoup de soirées numérotiers qui tiennent à 2 ou 3 combats, voire parfois un seul. Et il fallait un peu s'y attendre en regardant un peu plus en détail. 4 combats de titre féminin seulement en 2024, alors qu'il y a 3 ceintures, un seul combat pour la ceinture des poids légers, et donc évidemment, les cartes ont globalement un petit peu moins d'enjeu. Et là où on avait à l'époque Israel Adesanya, Kamaru Usman, Alexander Volkanovski qui défendaient leur titre plus ou moins tous les 3 semaines, on a essentiellement plus que Pereira qui tient un très gros rythme. Donc avec plus de pay-per-view que les années passées et moins de combats de ceinture, on a globalement une année avec des pay-per-view un peu moins denses, surtout qu'il y a une date cette année où ont été programmés énormément de très gros combattants, l'UFC 300, et que nécessairement ça a un petit peu dilué le nombre d'athlètes disponibles pour les autres échéances aux dates environnantes. Bref, on va s'attaquer aux détails maintenant, vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà tous les pay-per-view de l'année 2024 de l'UFC, classés du pire au meilleur. Numéro 14, UFC 297, Strickland contre Duplessis. On commence ce classement comme on a commencé l'année, avec le pay-per-view de janvier, l'UFC 297. Main eventé par le combat très anecdotique entre Sean Strickland et Dricus du Plessis, la carte de l'UFC 297 est une nouvelle preuve que l'UFC déteste le Canada, un thème assez récurrent dans l'histoire de la promotion. Comme à chaque fois que l'UFC s'exporte, la qualité de la carte est un petit peu sacrifiée au profit des gloires locales et ça donne une carte préliminaire très oubliable qui avait plutôt bien démarré en termes de divertissement, mais qui s'est lentement embourbée dans la gloire immortelle des décisions sans saveur. Le combat entre Movsar Evloev et Arnold Allen a été marqué d'une polémique. Mike Mellott s'est complètement éteint alors qu'il était en train de rouler sur Neil Magny, et comment ne pas parler de ce co-main event. Raquel Pennington et Mera Bueno Silva remportent la palme du pire combat de l'année, même si je vais probablement dire ça plusieurs fois dans la vidéo, et c'était vraiment très difficile de rester éveillé. Ce combat a d'ailleurs complètement ruiné la perception du main event, qui était certes pas très divertissant, mais n'était pas le cataclysme que l'on nous a décrit juste après. Une carte que j'avais complètement oubliée, sans vraiment de moments mémorables dans la cage. D'ailleurs, le moment le plus important de la soirée est sûrement l'intronisation de Frankie Edgar au Hall of Fame. La revanche entre Duplessis et Strickland aura lieu en Australie en février, et après le Canada, c'est à l'Océanie que l'UFC veut faire découvrir la divine saveur d'une décision partagée lymphatique. Ils nous en diront des nouvelles. Numéro 13, UFC 307, Pereira contre Roundtree Jr. L'UFC 307 est essentiellement une carte qui repose sur un combat et un seul combat, son main event. Alex Pereira a une nouvelle fois sauvé la promotion et il a fait le show contre Khalil Roundtree Jr., nous gratifiant notamment d'un 4e round barbarique après avoir rencontré une adversité plutôt rare pour lui en mi-lourd. Roundtree a surpassé les attentes de tout le monde et pour ça on lui tire notre chapeau parce que le reste de la soirée était difficile à suivre. Je suis un petit peu dur sur ce point, je tiens aussi à saluer la performance de Joaquin Buckley qui a mis KO Stephen Thompson et a confirmé ses incroyables progrès. Le reste de la soirée n'est pas tendre en revanche. Une carte préliminaire oubliable et une carte principale affreuse. Les deux combats féminins m'ont donné envie de m'arracher les yeux et la performance de Mario Bautista contre José Aldo a tué ce qui restait de l'enfant en moi. Le combat entre Kevin Holland et Roman Dolidze a eu une fin très frustrante et rapidement, tout le monde a prié les dieux indigènes qu'Alex Pereira nous gratifie d'un highlight parce qu'on commençait à regretter notre nuit blanche. Une nouvelle fois, Poatan n'a pas déçu, mais il n'a pas réussi à laver cet arrière-goût amer qui traînait dans notre bouche. Oubliable n'est pas un mot assez fort pour décrire la carte préliminaire et je salue tout de même Carla Esparza qui a eu une grande carrière, même si tout le monde s'est un peu foutu de sa retraite. J'ai regardé Juliana Peña contre Raquel Pennington en entier et je n'ai pas été assez récompensé pour ça. Numéro 12, UFC 302, Makhachev contre Poirier. Quand on parle de soirées qui tiennent à un seul combat, je vous présente l'UFC 302. L'affrontement entre Islam Makhachev et Dustin Poirier était fantastique et je dois dire que Dustin l'a rendu beaucoup plus compétitif que la majorité des fans ne le pensaient. Une victoire qui a un peu plus cimenté le statut de légende de Makhachev dans le sport et qui a inscrit un peu plus Dustin Poirier dans l'histoire. Le Raymond Poulidor du MMA mondial, on le salue. En tout cas, je salue également la belle performance de Kevin Holland et de Jelton Almeida et une fois que j'ai dit ça, on va s'attaquer au problème de la soirée. Déjà, la carte est extrêmement faiblarde sur le papier. Elle tient essentiellement à 2 combats et on va parler du co-main event parce que bordel, là, on a 2 champions. Je ne me souviens plus exactement du contexte, donc je vais probablement être très injuste, mais celui dont c'était l'idée de coller 5 rounds entre Sean Strickland et Paulo Costa mérite que de très mauvaises choses lui arrivent. C'était un mauvais combat, Paulo Costa est mauvais et Sean Strickland a développé une habitude de faire le strict minimum qui commence un petit peu à agacer tout le monde. On se rappelle que c'est suite à ce combat qu'il a obtenu sa revanche contre Duplessis, comme quoi le divertissement n'est pas un critère
faire excluant pour tous. Sur la carte préliminaire, 6 décisions en 7 combats et 2 de plus pour ouvrir la carte principale et pas des décisions qui pètent le feu et le dynamisme, On a plus souvent regardé la montre qu'autre chose. Enfin, même si le combat a fini par être bon, la crédibilité de Dustin Poirier en tant que challenger était questionnable. Sa dernière victoire de référence contre un mec de très haut niveau commence à dater et je dis ça en me demandant même si je veux compter Chandler dans le lot. Et il semblait, il faut le dire, qu'il était un petit peu un bouche-trou parce que personne d'autre n'était disponible à ces dates-là. Enfin bref, l'UFC 302 n'était pas une très bonne soirée, pas une bonne soirée du tout d'ailleurs, et elle s'ajoute à mon quota d'heures de sommeil perdu en 2024. Numéro 11, UFC 303, Pereira contre Prochazka. On a dû prier dans les couloirs de l'UFC qu'il n'arrive rien à Alex Pereira et Yuri Prochazka parce que la soirée aurait été cataclysmique. L'UFC 303 devait être l'occasion du retour de Conor McGregor contre Michael Chandler, mais comme on le sait tous, ce combat ne s'est jamais matérialisé. Le combat entre Diego Lopez et Brian Ortega a été annulé, ainsi que celui opposant Jamal Hill à Khalil Rountree Jr. Autant dire que quand Alex Pereira a une nouvelle fois sauvé la mise, on a dû pousser un sacré soulagement du côté de l'UFC. Évidemment, Yuri Prochazka aussi, mais disons qu'il avait un petit peu moins à perdre, même si vu le résultat du combat, je ne suis pas si sûr de ça au final. Donc du coup, la carte en a bien pâti. Danny Gay est venu en short notice de 3 heures et même si l'histoire est belle et que le combat était plutôt sympathique, ce n'était pas exactement ce qu'on avait envie de voir. Le reste de la carte principale a un peu déçu, notamment le combat entre Ian Gary et MVP qui était tactique pour ne pas dire autre chose, mais mention spéciale à Macy Chiasson qui est constamment l'une des combattantes les plus divertissantes du roster, c'est à signaler. Elle loupe constamment la pesée aussi, mais ça, c'est un détail. Le début de la carte préliminaire était absolument cataclysmique, mais si vous vous êtes endormi à ce moment-là, vous avez loupé la deuxième partie de cette même carte préliminaire qui était beaucoup plus sympathique. Désolé Yanis Gemouri, mais sa chute a entraîné l'apparition d'une star en Peyton Tablot. Jean Silva et Joe Pfeffer ont fait le boulot et le combat entre André Fili et Cub Swanson était superbe. Globalement une carte assez anecdotique et très inégale qui reposait presque exclusivement sur son main event. De beaux moments, mais si on supprime l'UFC 303 de la mémoire collective, la soirée ne manquera probablement à personne. Numéro 10, UFC 309, Jones contre Miocic. Qui va gagner le combat opposant John Jones au vétéran retraité hors de forme Stipe Miocic? C'est la question qu'a essayé de nous poser l'UFC en novembre et le renvoi systématique vers Thomas Pinal en dit long sur ce que le public pensait de ce main event. Pour être tout à fait transparent, je n'ai ni aimé l'UFC 309 sur le papier, ni dans les faits. Je crois que c'était une soirée très anecdotique, dont le matchmaking était incohérent et qui a même fait drastiquement chuter l'aura de l'un des prospects les plus en vue du MMA. Je parle de Bonical, vous l'aurez compris. Je vais même faire le blasphème de dire que même si c'était un bon combat, l'affrontement entre Charles Oliveira et Michael Chandler était loin du divertissement de leur premier clash, mais surtout le témoignage du gouffre qui s'est creusé entre eux depuis l'UFC 262. Outre ce tabassage en règle de 25 minutes et une carte préliminaire qui ne mène pas à grand chose, c'est difficile d'être enthousiasmé par l'UFC 309. Par contre, même si elle n'avait pas grand enjeu, la carte préliminaire a délivré de beaux finishes et une super performance de Marcus Magui, mais on est au Madison Square Garden, on est sur une carte de John Jones et on était en droit d'en attendre plus qu'un patchwork de noms oubliables qui s'affrontent sans aucun but. Même Mauricio Ruffi m'a déçu et ça en dit long sur le niveau d'aigreur que j'ai atteint ce soir-là. Évidemment, John Jones a battu Stipe Miocic, ce n'était pas la surprise du siècle et on était tous un peu forcés de se demander si ça valait le coup d'avoir bloqué la division pendant 1 an et demi pour ça. Enfin bref, l'UFC 309 n'était pas une très bonne carte, elle était même agaçante sur le papier due aux circonstances qui l'entouraient et on aurait pu avoir beaucoup mieux que ça. Mention pas spéciale à l'absence de cérémonie ou d'un truc quelconque pour la retraite de Stipe, ça frôlait un petit peu l'irrespect. Numéro 9, UFC 304, Edwards contre Muhammad. L'UFC 304 était une soirée étrange, disputée à l'heure américaine alors qu'elle se tenait à Manchester. Il y avait pas mal de scepticisme autour de cette carte. Encore une soirée un peu fourre-tout pour les combattants anglais. Le combat principal n'était pas exactement la promesse d'une affaire divertissante et la frustration de voir Thomas Pinal défendre sa ceinture intérimaire commençait doucement à se faire entendre. Je vais dire que c'était une soirée qui m'a un peu marqué par sa médiocrité. Des bonnes performances, d'Aspinal et de Paddy Pimblett notamment, un plutôt bon combat entre Arnold Allen et Giga Chikadze, quelques fulgurances sur la carte préliminaire, mais c'est un peu tout. Le main event était un petit peu soporifique, surtout pour la foule anglaise qui regardait ça en live à 6h du matin. Le combat entre Mokaev et Manel Kape n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis du niveau de tension entre les deux hommes et finalement, on n'a pas passé une très grosse soirée devant l'UFC 304. Beaucoup de combats jetables, trop peu d'enjeux et pas mal de résultats un peu convenus à l'avance. J'aime beaucoup Belal Mohamed à titre personnel, je trouve qu'il est top humainement et qu'il méritait sa ceinture, mais comme tout le monde, je suis un petit peu resté sur ma faim. Difficile de voir dans cette soirée l'avènement d'un combattant méritant qui a cravaché tout au long de sa carrière, alors que factuellement, c'est exactement ce qui s'est passé. Bref, une soirée passable, un peu soporifique, et j'ai une pensée toute particulière pour les fans qui se sont déplacés et ont dû surmonter le sommeil sur place, ça n'a pas dû être simple tout le long. Numéro 8, UFC 310, Pantoja contre Asakura.
L'UFC 310 était une carte correcte qui a eu un déroulé correct. Je n'ai pas trouvé plus fidèle façon de décrire le dernier pay-per-view de l'année qui a très bien débuté, très bien fini et a alterné entre les beaux combats et les moments un petit peu plus ennuyeux. La carte préliminaire était divertissante, le début de la carte principale aussi, et puis on a enchaîné 2 combats teintés de circonstances particulières. Déjà, la décision entre Alexander Volkov et Cyril Gane est très contestée et très contestable, surtout que le combat n'était pas top. On ne va pas s'en plaindre trop non plus, je ne vais pas faire d'hypocrisie ici, mais force est de constater que ça a un peu terni l'ambiance. Surtout que ce qui était le combat le plus attendu de la soirée entre Shavkat Rakhmonov et Ian Gary a vraiment manqué de saveur. On arrive alors au problème majeur de l'événement, le main event n'intéressait pas grand monde en réalité. Et évidemment, le combat principal devait opposer Shavkat à Belal, mais on s'est retrouvé avec Pantoja contre Kaya Asakura que la quasi-totalité du public découvrait. Je dois dire que l'UFC n'a pas fait un super taf pour le présenter d'ailleurs, mais c'était déjà ambitieux de lui confier ce rôle pour sa première apparition, même si encore une fois il y avait des circonstances particulières. Et ça donne une soirée divertissante avec un manque un petit peu cruel d'enjeu. Shavkat était déjà le challenger au titre, on n'est pas franchement plus avancé du côté des poids lourds, et Pantoja a battu un adversaire qu'il devait battre. Si le début de la soirée n'avait pas été aussi solide, on courait un petit peu à la catastrophe à mon sens, mais tout est bien qui finit bien. Tout le monde a passé une plutôt bonne soirée à l'UFC 310, mais pas sûr qu'elle résiste vraiment à l'épreuve du temps. Numéro 7, UFC 301, Pantoja contre Erceg. L'UFC 301 est l'archétype d'une mauvaise soirée sur le papier, complètement sauvé par son déroulé. Alexandre Pantoja affrontait Steve Herzberg pour la ceinture des poids mouches, alors que ces derniers n'étaient même pas dans le top 10 de la catégorie. José Aldo a été rappelé en catastrophe parce que la promotion n'arrivait pas à vendre des billets, et le reste de la carte est un collage de combattants brésiliens contre des adversaires un peu aléatoires, et le pire dans tout ça, c'est que ça a très bien marché. Ce qui était clairement un Fight Night déguisé pour facturer les troncs au prix de l'or, s'est transformé en une très très bonne carte. Grosse performance d'Alessandro Costa pour ouvrir la carte, et après, on a enchaîné. Mauricio Fury avec une grosse performance, combat très dur entre Mick Tibek, Orolbai et Elves Brenner, et surtout, la carte principale était superbe. 3 finishes rapides dans les 3 premiers combats, et un retour maîtrisé de José Aldo qui a ravi la foule, surtout très très gros main event entre Alexandre Pantoja et Steve Herzberg. Herzberg a rendu coup pour coup au champion, et certains diraient même qu'il aurait pu remporter la décision. Globalement, sur le papier, l'UFC 300 a été un petit peu un foutage de gueule, mais dans les faits, la soirée était divertissante et ponctuée par un très beau main event. Je ne sais pas vraiment ce qu'a besoin de faire Alexandre Pantoja pour que les fans commencent à lui donner un peu de crédit, mais en tout cas, l'UFC 301 était destiné à échouer, mais il y a des soirées comme ça où les choses finissent par se goupiller et c'est pour notre plus grand plaisir. Numéro 6, UFC 306, O'Malley contre Dvalishvili. L'UFC 306 aurait probablement dû se retrouver plus bas, mais j'ai choisi de récompenser l'effort visuel fait par l'UFC pour la carte de la sphère parce qu'il faut dire que c'est très rare et que ça a vraiment été réussi. La soirée a une atmosphère unique et franchement je tire mon chapeau à la promotion qui nous a pourtant habitués à énormément de paresse visuelle depuis des années. Une fois que j'ai dit ça, ce n'était pas exactement une très bonne soirée. Déjà, il y a eu un parti pris de faire peu de combats pour se concentrer sur la performance visuelle, je comprends mais ça a quand même un peu pêché niveau contenu. Quelques combats supplémentaires n'auraient pas été de refus. Ensuite, il faut tout de même souligner l'exceptionnel combat entre Esteban Ribovic et Daniel Zellhuber, l'un des meilleurs combats de l'année sans aucun doute et un vrai plus pour l'événement. Je soulignerai aussi le superbe combat entre Ronaldo Rodriguez et Ode Osbourne et la belle performance d'Ignacio Bahamondes. Le problème de ces combats-là, c'est qu'aussi beaux ont-ils été, ce n'était pas exactement des affrontements à gros enjeux. Les combats qui comptaient vraiment en revanche ont déçu. Diego Lopez a massacré Brian Ortega sans rencontrer vraiment de résistance, Valentina Shevchenko a surclassé Alessa Grasso pendant 25 longues minutes et Merab Dvalishvili a éteint la flamboyance habituelle de Sean O'Malley pour devenir champion des poids coqs. Le main event et le co-main event de la soirée n'étaient pas bons, on s'est ennuyé et surtout on n'a pas senti beaucoup d'adversité, ce qui est le pire scénario possible pour des affrontements de 25 minutes. Le contraste entre l'aspect visuel de la soirée et son déroulé dans la cage était saisissant et c'est bien beau d'avoir des beaux combats dans la carte, mais si tout s'écroule quand ça compte vraiment, c'est un petit peu difficile de se réjouir. La dernière heure et demie de la soirée a paru durer une éternité et c'est malheureusement souvent ce qui marque les esprits. Numéro 5, UFC 305, Du Plessis contre Adesanya. L'UFC 305 était un événement solide du début jusqu'à la fin. Je dirais que sur le papier, la carte manquait un peu de profondeur, une problématique qui découlait une nouvelle fois de l'obligation de l'UFC de bourrer la carte de talents locaux, mais pour le coup, il y avait plusieurs beaux combats en perspective, des bons prospects et un combat très attendu entre Dricus du Plessis et Adesanya, même si les mois menant à la soirée ont été un niveau de malaise rarement atteint par la promotion. Dans les faits, on a passé un bon moment devant l'UFC 305, le main event était
était plutôt plaisant et s'est achevé par une victoire par soumission du très peu orthodoxe Dricus du Plessis. Kai Kara France a fait un retour tonitruant en mettant KO Steve Herzberg et le combat entre Dan Hooker et Mateusz Gamrot était fantastique. Très belle performance de Carlos Prates, quelques beaux combats sur la carte préliminaire et globalement, on a un événement très solide. Le seul gros bémol de la carte principale en revanche, c'est ce combat entre Jairzinho Rozenstruik et Tai Tuivasa qui n'a non seulement pas donné grand chose, mais a également donné lieu à l'un des pires scores de l'année, voire de tous les temps, le 30-27 de Howie Booth en faveur de l'Australien, le juge s'étant visiblement mis une caisse monumentale avant de se rendre au boulot. Globalement, une bonne carte, quelques beaux combats, une carte principale très solide et avec l'UFC 305, on passe véritablement un cap dans les pay-per-view de l'année, il ne reste que des bonnes soirées désormais. Numéro 4, UFC 298, Volkanovski contre Topuria. Une très bonne carte principale et un main event qui va rester dans l'histoire du sport, voilà comment résumer l'UFC 298. Le sacre d'Ilia Topuria a fait trembler le Honda Center, alors que l'espagnol/géorgien/allemand a mis KO Alexander Volkanovski qui essuyait sa première défaite en poids plume à l'UFC. L'avènement du Matador, qui semblait alors inarrêtable et qui allait le devenir encore plus, on va en reparler bientôt. Le combat entre Robert Whittaker et Paulo Costa était très bon, mais Merab Dvalishvili a montré qu'il faisait partie de l'élite en luttant Henri Cerudo comme si Triple C n'avait jamais vu un tapis de lutte de sa vie, et Anthony Hernandez a annoncé son arrivée dans le top chez les poids moyens en battant le toujours très durable Roman Kopylov. Globalement, sur la carte principale, seul le combat entre Yann Gary et Geoff Neal a un peu déçu et encore, je suis très pointilleux. Ce qui fait retomber cette soirée malheureusement, c'est sa carte préliminaire. Quelques moments intéressants comme la victoire de Zhang Mingyang et la belle performance du très prometteur Rinrei Nakamura, mais à part ça, on passe quand même vite à autre chose. Ça manquait globalement un petit peu d'enjeu, et même si on se doutait que Merab et Robert Whittaker étaient destinés à un gros combat avec une victoire ce jour-là, la situation des deux hommes était un peu confuse à l'instant T. Une carte solide sur le papier et dans les faits qui a délivré un événement compact avec un moment absolument exceptionnel pour le conclure. Vous aimez ou pas Ilia Topuria, ça vous regarde, mais il a retourné le sport ce soir-là. Numéro 3, UFC 299, O'Malley contre Vera. Sur le papier, l'UFC 299 était une très bonne carte et dans les faits, c'était une très bonne soirée aussi. La promotion a construit un gros pay-per-view derrière Sean O'Malley pour un peu plus propulser notre pop star à nous dans la stratosphère médiatique, mais ils ont poussé le bouchon un petit peu trop loin en lui offrant sur un plateau ce qui était assez clairement une défense de titre cadeau. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, il y avait cette histoire avec Vera, mais personne n'a cru une seule seconde que Chito allait battre O'Malley. Mais la carte était très fournie, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, les débuts de MVP, Jack Della Maddalena contre Gilbert Burns, le retour de Petr Yan, Curtis Blade contre Jailton Almeida et j'en passe. Et avec tout ce star power, on a eu droit à une soirée très solide. Finish pour Poirier, finish pour JDM, très bon combat entre Petr Yan et Song Yadong, Curtis Blade qui stoppe le train Almeida, des bonnes performances dans les prélims pour Michel Pereira et pour le futur plus gros pétard mouillé de l'histoire de l'UFC, Robély Despienne, vraiment très solide. Et évidemment, il y a eu quelques moments difficiles dans la carte et des décisions un petit peu moyennes, notamment sur la carte préliminaire, mais globalement, la soirée a rapidement récupérer son rythme et l'attente des gros combats a aidé à survivre à quelques-uns des moments les plus plats de la soirée. Comme je l'ai dit déjà dans cette vidéo, un massacre de 25 minutes ne m'intéresse pas plus que ça et Marlon Vera s'est littéralement fait tabasser pendant 5 rounds. Beaucoup de résilience de sa part, mais il n'était pas au niveau et tout le monde savait qu'il ne serait pas au niveau. Petit moment de tristesse aussi bien sûr avec la défaite de Benoît Saint-Denis, mais le combat était beau et Dustin a prouvé qu'il ne fallait pas l'enterrer trop vite. Une belle soirée de A à Z. Numéro 2, UFC 308, Topuria contre Holloway. Je pense qu'il était assez simple de savoir qui se trouvait en numéro 1 et 2 de ce classement. L'UFC 308 était un pay-per-view exceptionnel qui a mis un petit peu de temps à démarrer, mais quand c'est parti, c'était fantastique. Je choisis d'oublier que l'ouverture de la carte a vu le vol de l'année pour me concentrer sur le positif. Rebecki contre Harold Bly est une guerre assourdissante, absolument incroyable, et ce combat vaut le coup d'être regardé encore et encore. Grosse performance de Sharapouddin, enfin gros finish surtout, le double spinning back fist. C'est un truc qu'on voit quelquefois en kickboxing, mais en MMA c'est d'une rare beauté. Bonne victoire d'Abus Magomedov, même si les problèmes de cardio sont toujours là, mais pour tout ce qui est exceptionnel dans cette carte, rien n'égale le séisme que sont les deux derniers combats. Déjà, Khamzat a fait fermer beaucoup de bouches en cassant celle de Robert Whittaker dans le premier round. Robert est un combattant extrêmement solide et voir quelqu'un le démanteler de la sorte a fait froid dans le dos. L'aura de Khamzat est pleinement restaurée après l'UFC 308, mais surtout, l'impensable est arrivé ce soir-là. Max Holloway a été mis KO par le némésis parmi les némésis, Ilia Topuria. Le champion des poids plumes a inscrit son nom dans la légende par 2 fois en à peine quelques mois et sa précision couplée à sa puissance sont venues au bout d'un menton que le monde pensait imbrisable. Ce moment semblait irréel et au bout des coups se tenait un monstre qui semble désormais invincible. L'UFC 308 était une grande soirée et il faut le dire, elle est un peu aidée par le fait qu'on ait pu regarder ça pendant l'après-midi, un petit peu tranquille chez nous. Numéro 1, UFC 300, Pereira contre Hill.
L'UFC 300 est la carte la plus dense de l'histoire du MMA et elle a délivré une soirée parfaite. Dur de savoir par où commencer, donc on va commencer par le meilleur, le finish de Max Holloway à la toute dernière seconde de son combat contre Justin Gaethje, qui reste probablement le moment le plus iconique de l'année. Un combat que beaucoup jugeaient dangereux pour Max du fait de la puissance de Gaethje, mais qu'il a accepté pour prouver qu'il était bien le BMF, et il l'était. Le combat principal a vu Alex Pereira massacrer Jamal Hill pour mon plus grand plaisir personnel, et le reste de la carte n'est pas avare de finish et de beaux combats. Figueiredo a soumis Cody Garbrandt, Moïcano et Jiri Prohaska ont tapé des comebacks monstrueux pour remporter leurs combats respectifs par finish. Diego Lopez a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en détruisant Sodiq Yusuff et Kayla Harrison a soumis Holly Holm. Les bémols très mineurs de ces soirées étant la présence de Cody Brundage sur la carte principale. Je sais qu'il faut faire briller Bonical, mais c'était un petit peu abusé, mais aussi le combat entre Aljamain Sterling et Calvin Kattar qui n'était pas au niveau du divertissement du reste de la soirée. Zhang Weili a conservé sa ceinture, Arman Tsarukyan a battu Charles Oliveira à la surprise générale et même s'il a perdu, Jim Miller est devenu le seul homme à avoir combattu aux UFC 100, 200 et 300. Une soirée presque parfaite, l'une des meilleures de tous les temps et sans conteste, la meilleure de cette année 2024. Voilà mon classement, n'hésitez pas à me donner vos accords, vos désaccords, votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, on va faire quelques vidéos bilan comme ça. Et en tout cas nous, on se reparle bientôt, prenez soin de vous les gars, bonne semaine et à la prochaine.